On va commencer un petit peu en retard déjà. Merci beaucoup à tous et toutes d'être venus et un grand merci à l'équipe de la Maison des Sciences de l'Homme et à l'équipe de la Maison Julien Gracq de nous recevoir pour ces 2 journées, l'une après l'autre. Et je me réjouis de cet accueil qui est, à mon avis, plein de sens du point de vue du sujet de nos débats aujourd'hui et demain, puisqu'on va passer de la bibliothèque Julien Gracq de la MSH à la bibliothèque remarquable de la Maison Julien Gracq, et qu'avec ces 2 noms de lieux, avec ces 2 lieux consacrés à Julien Gracq, on est vraiment au plein cœur de la question du lien au lieu, pour reprendre l'expression de Laurent Devime, qui va parler demain. Et en plus, c'est en particulier avec Julien Gracq, je pense qu'il convient de commencer, d'engager cette exploration des liens au lieu, en s'interrogeant en particulier sur le rapport entre littérature et forme d'une ville. De Charles Baudelaire à Julien Gracq et à Jacques Roubaud, la forme d'une ville, ça n'est pas seulement le nom de la rêverie topographique, mais c'est aussi celui de l'inscription du littéraire dans le territoire. Qu'il s'agisse de la ville de Nantes, vue par Breton, alors là, voilà le texte initial, le texte du Cygne de Charles Baudelaire, dont est tiré le titre La forme d'une ville de Julien Gracq, et également La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains, avec une petite modification dans le titre de Jacques Roubaud. Je les laisse afficher. Donc cette forme d'une ville, c'est la manière dont Breton trouve des traces de Rimbaud dans la ville de Nantes, ville dans laquelle Rimbaud n'est pas vraiment présent, mais les vers de Rimbaud accompagnent Breton quand il la visite. Cette forme d'une ville, c'est aussi le Nantes balsacien rêvé par Julien Gracq. Il s'invente un Nantes balsacien en reconnaissant tout de même d'abord que les villes balsaciennes sont tout autres, et c'est aussi la rêverie de Jacques Roubaud sur la station Bobigny-Pantin-Raymond-Queneau, ce nom de station qui le réjouit, toujours dans la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains. La région nantaise offre de très beaux exemples d'inscriptions de ce type, et notamment celui de Jules Verne, évidemment, qui a intéressé aussi bien la géographie que le marketing urbain, les sciences du numérique, les sciences de l'éducation ou les études littéraires, bien entendu, comme le montrent les multiples projets scientifiques, culturels qui prennent appui sur cette figure fédératrice et sur cette œuvre diverse. C'est pourquoi cette journée a été conçue au carrefour de plusieurs traditions disciplinaires, plusieurs traditions critiques et historiques, dont je ne vais pas développer le détail, mais tout de même mentionner quelques pistes. Les différentes communications vont développer ces différents ancrages disciplinaires, et je pense en particulier, d'une part, à la géographie de la littérature et à la géographie littéraire, avec les travaux de Marc Brosseau, de Michel Collot, les travaux de Géraldine Molina, qui parlera tout à l'heure, mais aussi les travaux de Franco Moretti, par exemple, dont je pense qu'il a souvent été question dans des cours depuis le début de l'année, mais aussi l'étude des commémorations qui s'est développée à partir des années 80 dans le sillage des travaux de Pierre Nora. J'ai mis ici la référence à un article de Jean-Marie Goulmeau et Éric Walter, Les centenaires de Voltaire et Rousseau, qui est vraiment fondateur pour la réflexion sur les commémorations. Et puis, il faut aussi citer une autre tradition disciplinaire plus récente, celle qui se développe autour de l'étude des potentialités offertes par le numérique pour l'étude du patrimoine. Cette réflexion sur le littéraire dans la perspective de sa patrimonialisation et de sa territorialisation vise d'une part à proposer une approche des lieux littéraires d'un point de vue de lecteur et d'historien, en inversant la perspective purement touristique qui consisterait à visiter ces lieux en passant de l'un à l'autre sans avoir accès au texte. Donc ça, c'est un premier objectif. Et le deuxième, c'est d'imaginer, dans une réflexion collective aujourd'hui en particulier, un outil numérique qui permette de visualiser cet ancrage du littéraire dans les territoires et de le voir non pas comme un donné, mais comme une construction replacée dans sa dimension historique.
pour mener à bien, dans un premier temps, la définition de ces liens au lieu. C'est une expression que Laurent Devy m'a proposée en écrivant sa communication et qui me paraît vraiment très éclairante. Il y a une première étape nécessaire. Il s'agit de croiser deux types d'études. D'une part, l'étude des textes dans leur rapport au lieu, et c'est ce dont il va être question en particulier ce matin. Et d'autre part, l'étude des traces laissées par les textes dans l'espace urbain, dans les territoires visés. Il faut donc combiner d'une part l'étude du texte tel qu'il apparaît dans la page, et d'autre part son étude quand il prend place sur les murs, sur des stèles, ou dans d'autres lieux de commémoration, tel qu'il s'expose, pour ainsi dire, hors du livre. Et ce premier point, cette combinaison de méthodes, elle implique quelques petits déplacements de perspective, à mon avis, dont je vais proposer un éventail rapide. Alors l'étude des textes dans leur rapport au lieu, elle est plutôt bien documentée, c'est une tradition critique assez ancienne, il y a même un centre de recherche consacré à la géographie de la littérature. C'est probablement la tradition la plus ancienne, mais je pense qu'il n'est pas inutile de s'arrêter sur quelques modifications de perspective impliquées par l'étude des lieux renvoyant au texte. Alors la première modification de perspective, à mon avis, elle passe par un retour aux écrits de Maurice Alphax autour de la mémoire collective, et je crois qu'il faudrait reconsidérer la manière dont la littérature se rapporte à la mémoire collective. Selon la perspective de Alphax, la littérature est un médium de la mémoire collective, elle contient la mémoire collective, comme il le montre assez plaisamment en racontant l'une de ses promenades dans Londres, promenade au cours de laquelle, dit-il, il est accompagné par Dickens. Je m'y promenais donc avec Dickens. Mais depuis l'invention du culte des grands hommes et des grands auteurs, et pas encore des grandes femmes, mais nous verrons si ça vient à travers la communication de Nathalie Grande demain, à travers ce culte des grands hommes est apparu un autre moyen d'accompagnement de nos promenades, puisque ce ne sont pas seulement les textes qui nous accompagnent, mais aussi les portraits des grands hommes, leurs noms et même parfois jusqu'à leurs personnages, inscrits dans la trame urbaine. Et je pense qu'il est nécessaire, pour comprendre cette relation de la littérature au territoire, d'interroger le rapport du public à ces points d'ancrage du littéraire dans le territoire, d'interroger en fait la fabrique littéraire de la ville, pour reprendre une expression de Géraldine Molina qui parlera tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la possibilité d'envisager ces lieux d'ancrage comme des objets de discours critiques. Ce lien au lieu, à mon avis, il faut l'envisager comme une relation critique, à la suite, en particulier, des travaux de Jean-Paul de Kiss sur les maisons d'écrivains. Jean-Paul de Kiss, qui est le fondateur du musée Jules Verne à Amiens, propose de considérer le musée qu'il y a installé avec son équipe comme un empilement de démarches critiques. Et il explique que cette maison d'écrivains, non seulement elle joue un rôle dans la vie littéraire de la région et de la ville, mais elle est aussi un moyen critique d'accéder au texte. Et il explique que le premier étage est consacré à une partie plutôt historique. Ensuite, il y a un autre étage consacré à une entrée dans les textes par les personnages ou par des proches de Jules Verne. Ça, c'est plutôt les promenades qu'il propose, les visites sont guidées par des personnages de Jules Verne ou par des proches de Jules Verne, comme Hetzel par exemple, qui vous invitent à découvrir l'œuvre de leur point de vue et qui vont apporter une approche particulière. Donc à la suite de Jean-Paul de Kiss, je pense qu'il faut considérer également les monuments de nos villes, les monuments commémoratifs et les autres moyens d'ancrage du littéraire dans le territoire comme des entrées dans une relation critique, des garants d'une relation critique. Et j'en donnerai simplement deux exemples de statues commémoratives. À gauche, vous avez la statue commémorant Jules Verne au Jardin des Plantes de Nantes, et à droite,
c'est une statue commémorant Baudelaire dans les jardins du Luxembourg. Si on regarde d'un peu près ces deux statues, on s'aperçoit qu'elles sont comme des photographies d'un moment de la réception des deux auteurs, Jules Verne étant ici représenté en auteur pour la jeunesse. Vous voyez le couple de la mère et de l'enfant en train d'ouvrir l'un de ses livres. Et à droite, vous avez une stèle sur laquelle sont reportés les derniers vers des Phares, le grand poème de Baudelaire sur les peintres qu'il aime. Et je ne peux pas empêcher de voir dans le choix de cette dernière strophe, car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Alors, strophe qui est reproduite sur la stèle d'une manière un peu étrange, vous le voyez au-dessus, les alexandrins ont été coupés, on a rajouté des majuscules en milieu de vers, et du coup, ça ne rime plus. Bon. Mais le choix de cette strophe est probablement lié à la redécouverte d'un Baudelaire chrétien et d'un Baudelaire catholique dans les années 30. Cette statue, elle est créée dans les années 30, installée en 1941. Elle est vraiment une photographie de la critique baudelairienne de l'époque. Ceci me conduit à un troisième déplacement. Je pense qu'il faut, pour l'étude de ces liens au lieu, déplacer l'attention des écrivains célébrés aux commanditaires de ces commémorations et s'interroger sur l'activité de groupes sociaux qui se mobilisent autour de ces commémorations de différentes natures. Il faut s'interroger, à mon avis, sur le rôle que ces groupes jouent dans la constitution de l'image de l'écrivain et dans sa reconnaissance. Inversement, l'État, les régions, les municipalités, et ce qu'on pourrait appeler en général des communautés imaginées, à la suite de Benedict Anderson, ces communautés imaginées, surtout dans la nation littéraire qu'est la France, construisent leur image en s'appropriant telle ou telle figure d'écrivain ou tel personnage de fiction dont le nom à lui seul est supposé attirer une manne touristique. Et je pense qu'il faut s'interroger sur cette combinaison d'affichage entre réécriture littéraire et cette combinaison entre marketing urbain et réécriture littéraire, parce que cette combinaison, elle assure en fait parfois l'émergence de recherche et de savoir sur les œuvres. Elle est parfois une dynamique importante pour l'émergence de réflexion, vraiment d'un point de vue littéraire et scientifique. Et je pense donc qu'il faut considérer ensemble le rapport des écrivains à un pays, d'un côté, et la territorialisation des fictions littéraires, pour reprendre une expression de Jean-Marie Privat, ou la spatialisation du littéraire, comme le formule Géraldine Molina. Deux derniers points encore sur les enjeux méthodologiques de cette recherche, mais je vais essayer de passer plus rapidement. Je crois qu'il faut essayer de dépasser l'accusation assez ancienne de fétichisme qui est souvent attachée à la manière dont se développent les visites littéraires, de lieux littéraires ou les promenades littéraires. Je m'appuie ici sur l'étude de Jean Nivet, ces pèlerinages littéraires qu'il appelle des promenades esthétiques. Je pense qu'il faut vraiment les envisager comme telles. La promenade littéraire est une relation esthétique à l'œuvre. C'est une manière d'entrer dans la pensée de l'auteur, éventuellement de redécouvrir le texte, et il faut, au fond, à mon avis, dépasser l'accusation de fétichisme et de voyeurisme qu'étudie très bien Daniel Fabre dans Maison d'écrivain, l'auteur et ses lieux. Daniel Fabre propose de s'interroger en retour en fait, sur le fétichisme des chercheurs qui s'attachent à ce type de sujet. Pourquoi pas, mais je pense qu'il faut aller plus loin et envisager vraiment la promenade littéraire et la visite des lieux littéraires dans sa dimension esthétique. Et d'ailleurs, on voit bien que ces maisons, ces lieux de commémoration, ces reprises du nom d'un auteur sont parfois le fait de groupes qui se sont mobilisés autour d'écrivains. Il s'agit ici d'un véritable élément de la sociabilité littéraire qu'il faut à mon avis prendre au sérieux, et elle est souvent impulsée par des sociétés savantes qui sont aussi productrices d'écrits sur ces sujets.
Dernier point, je pense qu'il faut donc opérer une distinction entre deux types de pèlerinage et de promenade littéraire. On distinguera la promenade touristique sur les pas de l'écrivain, dans laquelle la littérature est un médium pour l'accès au lieu. C'est celle qu'effectue Halifax, accompagné par Dickens. Distinguer cette promenade-ci, qui est aussi... alors, j'ai pas mis la photographie, c'est aussi celle que peut faire tout promeneur sur les remparts de la ville d'Angoulême, et il peut s'arrêter à côté d'une plaque commémorative rappelant le passage de Paul Valéry en 1931, avec deux vers du cimetière marin appliqués à la campagne charentaise, alors qu'on imagine qu'ils ont plutôt été écrits dans la région de Sète. Donc cette promenade touristique qui utilise la littérature pour guider vers les lieux, qui utilise la littérature comme un médium, je pense qu'il faut la distinguer de la promenade qui fait de la littérature son objet, une promenade qui serait, elle, plus commémorative que touristique. On en verra des exemples avec les projets Ancrage, Passage et les projets Renom, à travers les communications d'Aurélie Adler et d'Irvine Rachel. La promenade des eaux étroites aussi, à côté de Saint-Florent-le-Vieil, me semble bien une promenade en partie commémorative. De même que la promenade dans le jardin des plantes de Nantes, guidée par les personnages de Claude Ponty, est une promenade de lecture, puisqu'on est invité à lire l'œuvre de Claude Ponty sur les cartels véritablement du jardin. Je me propose pour terminer d'ébaucher un repérage provisoire des genres littéraires ou des genres discursifs qui peuvent émerger d'une telle étude et qui, à mon avis, vont concentrer l'attention d'un certain nombre des conférenciers d'aujourd'hui. Il y a d'abord toute une définition à faire de genre littéraire relevant de la textualisation des lieux. Alors, on connaît les romans géographes depuis l'étude de Marc Brosseau, on connaît aussi les romans du terroir ou les romans régionalistes. Ce sont des genres bien connus de la textualisation des lieux. On va s'intéresser aujourd'hui davantage à des portraits de pays, des portraits de villes, des portraits de lieux, mais aussi des textes permettant de greffer un auteur sur un territoire, des textes qui produisent cet ancrage littéraire, des textes de greffe, que va en particulier étudier Anne Reverso. Les portraits de pays, ce sera la communication de David Martens. On pourrait également s'attacher à la place, dans ce cadre, des tentatives d'épuisement d'un lieu, par exemple, ou bien on pourrait s'attacher à l'étude des romans dont les personnages sont des villes, ou dont l'un des personnages est une ville. Et il me semble qu'il serait aussi pertinent de considérer dans cet ensemble le genre particulier du tombeau de ville, dont relève le Cygne de Baudelaire, dont relève probablement la forme d'une ville de Julien Gracq, qui pourrait s'intituler aussi « Le vieux Nantes n'est plus », en démarquant à nouveau un vers de Baudelaire. Ces textes, souvent lyriques et mélancoliques, constituent un point d'entrée, à mon avis, intéressant pour la thématique du lien entre littérature, lieu et commémoration. On pourrait s'attacher à définir leur grande tendance, une tendance autobiographique, souvent, dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse de Jules Verne, par exemple, mais pas toujours. Hein. Le polar parisien, par exemple, est un texte qui ne relève pas du tout de cette tendance autobiographique et qui est pourtant un texte en lien avec un lieu. Certains de ces textes présentent aussi une forte composante intermédiatique, le lien avec la photographie. Je pense en particulier aux promenades de Breton sur les grands lieux de la littérature, que ce soit le tombeau de Fourier ou bien le château de Sade. Il s'en explique d'ailleurs, il écrit à ce propos, il écrit ses visites sur ce type de lieu. Donc il y a une composante intermédiatique, parfois il y a un engagement idéologique dans ces textes, on s'interrogera aussi sur cet engagement. Et inversement, on pourrait s'interroger sur les textes ou les discours qui relèvent plutôt de la localisation de la littérature ou de la spatialisation de la littérature. L'objectif de cette journée, en tous les cas, est de mettre en œuvre une approche de ces lieux patrimoniaux comme objet critique, de les envisager aussi comme un vaste ensemble anthologique, comme une manifestation du canon littéraire local, une anthologie à ciel ouvert dont les écrivains sont inscrits dans le paysage.
Et enfin, à la frontière entre ces deux phénomènes de textualisation des lieux, de spatialisation de la littérature, on peut s'interroger sur le genre même de la promenade littéraire, tel qu'il s'écrit, ou bien dans les guides touristiques, ou bien dans certaines œuvres, chez Julien Gracq, chez Breton également. Pour terminer, j'indiquerai simplement quelques pistes, à mon avis, qui vont être illustrées au cours de la journée. On pourra s'interroger sur ces modélisations de textualisation des lieux dont je viens de parler, le rapport à l'idéologie, aux communautés, à la première personne et aux théories critiques, mais on pourra s'interroger également sur la manière dont la ville se construit et dont les parcours urbains se construisent. Il sera en particulier question des dynamiques institutionnelles et littéraires qui permettent cet ancrage, et il sera question demain de performativité territoriale, c'est une expression de Laurent Devime, à mon avis aussi très éclairante. On s'interrogera aussi, je pense avec Françoise Nicole, sur le rôle de l'approche universitaire dans ces processus d'ancrage du littéraire dans le territoire. Il sera question également de la manière dont on peut comprendre et visualiser ces liens au lieu, avec Pascal Kuntz en particulier, mais aussi dans l'atelier qui va nous réunir cet après-midi, on s'interrogera sur la manière de rendre compte de ce maillage du territoire de manière visuelle. On pourra s'interroger aussi sur une manière de donner à lire ces objets comme des discours critiques et de leur donner sens dans une histoire de la ville et dans l'histoire littéraire également. C'est peut-être la dernière question que je voudrais poser ici. Essayer de comprendre ce que la ville fait à la littérature et les conséquences de cet ancrage de la littérature dans le territoire, conséquences dans l'histoire littéraire, dans la redéfinition du canon, souvent par ses marges. On peut se demander en effet quel rapport établir entre cette histoire des commémorations littéraires et l'histoire de la littérature, mais plus largement l'histoire de son enseignement et l'histoire des rapports entre l'école et la littérature qui, je pense, trouve ici un certain nombre d'échos.